Bonjour à tous. Juste un mot pour vous présenter Libraire et compagnie, projet dans le cadre duquel on accueille aujourd'hui Henri Lovenbruck, romancier, et où on franchit les portes de la librairie Les de Georges, partenaire, partenaire du projet. En deux mots, quel est le but de la manœuvre? Ce projet vise à mettre en lien des entreprises avec des librairies, ces entreprises engageant leurs salariés à passer commande de façon active et sans intention ni envolée lyrique auprès des librairies qui ont été établies comme étant partenaires via un système de bons d'achat qui permet donc un déploiement géographique, tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, etc., etc. Voilà en deux mots ce petit projet dans le cadre duquel donc on a la joie aujourd'hui d'accueillir donc Henri Lovenbruck et encore une fois de franchir les portes de la librairie. Alors Audrey, en deux mots, peut-être pour présenter la librairie Les Deux Georges. Oui, la librairie Les 2 Georges a ouvert il y a, presque 3 ans maintenant, à Bondy, dans le 93. C'est une librairie qui est une librairie généraliste puisqu'on est la seule librairie de la ville et on compte à peu près 12 000 références dans notre, stock. On touche à tous les domaines et donc, comme je le disais à Henri Lovenbruck, Georges et Georges sont George Orwell et George Sand. Alors moi je Et trouve George que Orwell auquel on a beaucoup pensé ces derniers jours quand même, hein, oui, parce qu'il y a dans l'actualité, il y a eu des petits moments dans l'actualité où 1984 nous est tous revenu en tête. mmh mh, on a bel Mmh. écho. Moi, je tiens à dire aussi que c'est une librairie, d'abord une vraie librairie où il y a des petites fiches qui disent faites gaffe, là, le bouquin est vachement bien. Et puis, c'est une librairie où il fait bon être, où il y a une bonne ambiance, où il y a des gens qui viennent et on le voit avec le plus grand des plaisirs. Oui, Donc, Henri, Oui, un nouveau bouquin qui vient de sortir, ouais, Mystère de la Mar Rouge. absolument. Comme tous les ans maintenant, c'est devenu le rendez-vous. Ah bah c'est bien, il y a Audrey qui le montre. On dirait Audrey, attention parce que là ça fait un peu, tu sais, dans les jeux télévisés, euh, Oui, oui. les présentatrices qui montent le. Tous les ans maintenant, au mois d'octobre, ouais. C'est une série que j'ai lancée l'année dernière avec le premier volume qui s'appelait Le Loup des Cordeliers. Et donc, c'est la série des enquêtes de Gabriel Joly, où dans chaque nouveau volume, ce journaliste, on va dire, d'investigation, c'est un peu l'ancêtre des journalistes d'investigation, résout une énigme pendant la Révolution française. Voilà, donc dans le premier volume, il a essayé de découvrir l'identité d'un justicier masqué qu'on appelle le loup des Cordeliers et qui, la nuit, venait au secours des femmes qui étaient agressées dans les rues de Paris, vraiment au plein cœur des débuts de la Révolution, parce que le premier volume allait du mois de mai au mois de juillet, donc jusqu'à la chute de la Bastille. Et voilà le deuxième volume maintenant, oui, qui est le mystère de la main rouge et qui se passe tout juste après, donc de juillet à août 1789 avec encore plein de rebondissements. J'essaie de faire du roman d'aventure un peu léger, qui fait du bien, qui me rappelle mes lectures de romans feuilletons du 19e, de mon adolescence, et où je prends beaucoup de plaisir à parler du monde moderne à travers le projecteur de 1789. Alors, justement, j'allais y venir. Pourquoi cette période? Pourquoi avoir choisi cette période pour cette enquête? Parce qu'elle est probable, c'est probablement la période de l'histoire de France qui a le plus marqué le pays dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de nos valeurs viennent de cette fameuse révolution. Notre devise vient de cette révolution, liberté, égalité, fraternité, mais aussi parce que c'est une période qu'on connaît finalement bien moins bien qu'on le croit, et puis qui est compliquée, qui a été embellie pour des raisons de besoin d'imagerie commune à notre nation et de valeurs communes. En réalité, une révolution, c'est dégueulasse. Forcément, une révolution, ça peut pas se faire avec des fleurs. Donc, c'est une période très noire, qui est beaucoup plus noire même qu'on ne le survole quand on est étudiant à l'école, et puis qui a apporté beaucoup de choses à notre pays, beaucoup de liberté, mais qui a aussi semé des graines de choses beaucoup moins positives
dont on n'est toujours pas sorti aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ça a été le moment où l'aristocratie nobiliaire a laissé la place à l'aristocratie industrielle, quoi. C'est une nouvelle aristocratie qui s'est mise en place puisque les privilèges qui ont été abandonnés par l'aristocratie nobiliaire ont été récupérés par les grands industriels et qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes familles qui sont les principaux décisionnaires de notre économie et qu'on n'est pas tout à fait sorti d'une forme d'aristocratie, quoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Gabriel Joly, en 2 mots, comment le dépeindre? C'est un mélange entre le Guillaume de Baskerville de mon maître Umberto Eco dans Le Nom de la Rose, on va dire, et puis un Sherlock Holmes, quoi. C'est-à-dire, et puis un journaliste. Donc, c'est le Bob Woodward c'est le Bob Woodward du XVIIIe siècle. Bob Woodward, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'un des 2 journalistes qui a révélé le scandale du Watergate dans le Washington Post au sujet de Nixon. Et voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un journaliste qui est amoureux de la vérité, qui ne recule devant rien pour essayer de faire le jour sur certains scandales, certains mystères, certaines énigmes de son temps. Et il le fait avec des méthodes d'un enquêteur policier un peu à la Sherlock Holmes, quoi. Pour avoir vu certains commentaires, quand même, il y a déjà beaucoup de lecteurs qui attendent le 3e tome, en fait. Oui, alors ils sont gentils, je ne peux pas écrire un livre par mois, c'est pas possible, je ne suis pas San Antonio. Il y a des gens qui l'ont fait, hein. Je sais que San Antonio le faisait, Gégis Arnaud avec la Compagnie des Glaces ou Pierre Pelot à une époque écrivait pratiquement un roman par mois. Je n'ai pas cette capacité. D'accord, Un par an, c'est déjà bien. c'est déjà pas mal. Est-ce que ces enquêtes disent des choses de notre époque? Oui, Parce bien sûr. Parfois sans que je ne l'ai anticipé. C'est le cas des Gilets jaunes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire Le Loup des Cordeliers, le mouvement des Gilets jaunes n'était pas encore apparu. Et quand je l'ai rédigé et que ce mouvement est apparu, j'ai été frappé par certaines coïncidences amusantes. Euh, C'était très drôle pour moi de lire des chroniques d'époque sur la façon dont les Royal Cravates galopaient dans Paris en essayant de pourchasser les insurgés, passer dans une rue, essayer de les coincer dans l'autre, et puis voilà. Et en même temps, sur nos chaînes de télévision, on voyait la même chose entre les CRS et les Gilets jaunes. C'était très étonnant. Ce qui est aussi, et là, c'est plus volontaire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a certaines erreurs qui ont été faites au XVIIIe siècle pendant la Révolution française et qu'on est sur le point de refaire aujourd'hui. C'est-à-dire que se révolter, c'est essentiel, c'est légitime. Protéger nos droits pour la liberté, c'est légitime. Mais il y a un ennemi caché auquel il faut qu'on fasse toujours attention. C'est celui qui reprendra le pouvoir après. Voilà. Et en général, c'est rarement celui qu'on aurait voulu, quoi. mmh. Parlons fabrication. Sylvain Tesson, lui, distingue 2 catégories d'écrivains, ceux qui sont des écrivains d'observation dans lesquels il se range, en ayant l'humilité, un petit peu à tort sans doute, quand on lit ses nouvelles, de ne pas faire partie des écrivains d'imagination, dans lesquels, pour le coup, Le Mystère de la Main Rouge, Louis Cordelier, par contre, se range bien volontiers parce que comment donc, comment ça se fabrique un bouquin comme ça? Comment est-ce que l'imagination court? Est-ce que les histoires tombent, les contextes, les personnages? Est-ce qu'il y a un plan? Comment ça se fabrique? Comment cette imagination galope et se concrétise? L'écriture d'un roman comme ça, en général, c'est moitié préparation, moitié écriture. C'est-à-dire que pour un an de travail, il y a 6 mois de préparation et 6 mois d'écriture, de rédaction pure. Donc les 6 mois de préparation, c'est à la fois beaucoup de documentation quand c'est un roman un peu historique comme ça, beaucoup de temps en bibliothèque, beaucoup de temps en bibliothèque virtuelle, beaucoup de temps à discuter avec des historiens, à dialoguer avec des historiens. Il y a plusieurs historiens qui m'ont aidé sur ces 2 volumes. Et puis de la préparation aussi, effectivement, on va dire, de construction. C'est-à-dire que moi, je fais des plans très précis que je module, que je change, que je réfléchis, que j'adapte au fur et à mesure pour essayer de maintenir. Pour moi, c'est des romans. J'ai envie de faire des romans populaires, que je le disais tout à l'heure, un peu des clins d'œil aux romans feuilletons du 19e. Donc, il faut qu'il y ait un suspense continu, comme si à la fin de chaque chapitre, on était à la fin
d'un épisode d'un roman feuilleton et qu'on était pressé d'attendre la semaine suivante que l'épisode paraisse dans la presse, et c'était le cas au 19e siècle. Hein. Donc le rythme est très important. Donc il y a beaucoup de préparation sur la structure du roman, beaucoup d'échanges avec mon éditeur, avec mon éditrice, Sarah Hirsch, qui travaille avec moi et qui est extraordinaire, hein, parce que c'est le regard extérieur qui me permet parfois de me rendre compte de failles qu'on ne voit pas quand on a le nez dedans, quoi. Pour l'imagination, il n'y en a pas énormément là. Dans certains de mes romans, il y en a beaucoup plus. Quand je faisais de la Moira ou ce genre de choses dans des univers imaginaires et fantastiques, il y avait plus d'imagination. Mais là, je suis vraiment ancré dans l'histoire. J'ai essayé d'être assez rigoureux sur la partie historique des romans. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches. J'ai travaillé avec les historiens pour que ma restitution du Paris de 1789 soit la plus fidèle possible. J'avais très envie que les lecteurs se sentent plongés dans la réalité, les odeurs, les couleurs, les bruits, les ambiances, les coutumes, la culture de 1789. Donc finalement, assez peu d'imagination pour cette partie-là. C'était presque un travail d'historien auquel après j'ai voulu donner un peu de saveur et de plaisir et de joie et de légèreté parce que voilà, je sortais d'un roman très dur qui s'appelle J'irai tuer pour vous, qui était un roman au sujet grave et qui, moi, me touchait personnellement, puisque le héros était un ami très proche qui est décédé. Et donc, j'ai raconté sa vie dans ce livre et ça a été un livre très pénible à écrire pour moi, même si j'en suis très fier, et notamment pour ses enfants, ses filles, auxquels je pense, et son fils, auxquels je pense beaucoup, parce que je pense que c'était un hommage à rendre à leur papa. Mais en revanche, c'était un livre très dur à écrire. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit dans la souffrance, qui est quelque chose que je me refuse à faire d'ordinaire. Et bon, je suis très fier de ce livre, mais j'étais content de passer à quelque chose de beaucoup plus léger après et de m'amuser un peu. Voilà. Audrey, un mot? Pardon. Non, je suis super intéressée par tout ce qu'il raconte et on a ce besoin de la légèreté dont il parle en ce moment. Je suis assez fascinée par effectivement tout le travail de recherche qu'il faut faire en amont et j'aime bien le côté factuel, 6 mois de recherche, 6 mois de 6 mois de création. Voilà, on écrit et voilà. Ce livre se vend beaucoup en même temps que Impact d'Olivier Norek. Les 2, on voit souvent les 2 ensemble sur les réseaux sociaux et j'ai pu, constater la même chose, également à la librairie. Voilà, Amusant. c'est amusant Ouais. de la Bah, trouver. c'est-à-dire qu'on a beaucoup de points communs avec Olivier, on s'entend très très bien, on est un peu on va dire les pitres dans les salons du livre qui font rire certains et agacent les autres parce qu'on fait beaucoup de bruit, on se détend. Alors là, on a fait un salon ensemble à Mulhouse, qui est le salon du polar de Mulhouse, et on n'avait pas fait de salon tous depuis pratiquement, peut-être pas un an, mais ça faisait bien 8 ou 9 mois qu'on n'avait pas fait de salon à cause du confinement. Ça nous a fait un bien fou. C'était le Mmh. dernier puisque nous nous sommes reconfinés depuis. Donc ça a été une espèce de bouffée d'oxygène pendant laquelle, j'avoue qu'Olivier et moi, on a été très bruyants. Ouais. En parlant de beaucoup d'oxygène et de bruit, franchement, c'est quand même très agréable aujourd'hui de s'apercevoir qu'il y a toute une génération d'écrivains qui sont sortis de cette espèce de réflexe pavlovien consistant à considérer qu'il faut être triste, sombre, compliqué, lugubre, absolument obscur pour pouvoir avoir une qualité littéraire qui soit digne d'être reconnue par ses pairs et voire même qui soit incompatible avec un succès de librairie, etc. On est sorti de ce délire-là. Il faut dire la chose concrètement. Dans les années 70-80, moi, je n'étais pas né, hein, mais enfin, quand même. Permets-moi d'en douter quand même. Pardon. Mais qui était quand même un petit peu pesant, il faut dire les choses comme elles sont, de tout un tas de romanciers qui se considéraient, avant d'être romanciers, comme des intellectuels inaccessibles et dans leur tour d'ivoire. Donc ça fait du bien d'avoir des gens qui font du bruit dans des salons du livre. Cela dit, Oui. bon, il y en a quand même toujours eu, hein, des pitres dans la littérature. Et puis c'est vrai que des gens comme Olivier et moi, on est un peu dans un genre où c'est plus fréquent, c'est-à-dire qu'on fait on assume le fait de faire de la littérature populaire. On est tous les deux membres de la Ligue de l'Imaginaire à laquelle appartiennent Chatham, Werber, Descos, Bowen, voilà, on est une vingtaine, Barbara Abel, Agnès Abécassis, Mireille Calmel, et tous ces auteurs-là sont plutôt des auteurs
qui font facilement la fête et qui s'amusent et qui se prennent pas trop au sérieux, parce qu'on fait une littérature de divertissement. Et c'est pas parce qu'on fait une littérature de divertissement qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de message derrière, qu'on n'essaye pas de faire passer des choses qui nous tiennent à cœur, hein, mais on assume totalement le fait de faire du divertissement, de faire la littérature populaire. On pense que l'imaginaire et la littérature populaire sont essentiels dans des sociétés comme les nôtres. Ouais. Je ne suis pas vraiment persuadé que Don Quichotte ou certains autres personnages qui ont traversé les siècles ne partagent pas d'ailleurs ces points-là. C'est ce que certains écrivains de ces années 70-80 avaient un petit peu oublié en tombant Balzac. mais voilà, Balzac, Dumas, enfin, voilà des gens qui ont traversé les siècles, ils les traverseront assurément. Et effectivement, on peut lire à différents niveaux, de différentes façons. Le Quichotte peut être lu de mille et une façons différentes, à la fois comme une histoire assez rigolote et puis comme quelque chose de beaucoup plus profond. Absolument. C'est beau ce que tu viens de dire. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas. Attends, il faut que je rebondisse quand même sur Sauvons nos libraires. Ah oui, oui. Tu me laisses parler du collectif, d'autant plus que je vais inviter Audrey à nous envoyer une jolie présentation des deux Georges. On est 19 auteurs qui, dans l'urgence, en 24 heures, si on avait eu le temps, on serait 300, hein, parce qu'on on a fait ça dans l'urgence. On a pris les 18 premiers auteurs qui ont accepté de participer à l'opération. On a monté un petit collectif. Mise à niveau. Hop. On a créé un petit collectif pour lancer une initiative pour inciter nos lecteurs à faire du click and collect, parce que on veut pas militer pour l'ouverture des librairies. On est plusieurs à être respectueux de cette idée de confinement, et on est aussi plusieurs à penser qu'il y a plein d'autres petits commerces pour qui ce serait une injustice que les librairies soient les seules à avoir le droit d'ouvrir, même si nous, évidemment, notre intérêt, c'est que les livres puissent être achetés, hein. On défend moi, je défends mon métier. Mes gosses, je les nourris en vendant des livres, hein. Il y a pas de, je veux dire, c'est pas une posture. C'est évidemment que c'est mon intérêt personnel que les librairies ouvrent, mais je pense aussi aux autres petits commerces. Je pense aussi aux employés de certaines librairies qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir, qui n'ont pas forcément envie d'avoir du public dans leur librairie. Donc en ce moment, pour l'instant, pour nous, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est le click and collect. On n'aime pas trop le mot, alors nous, on dit maintenant le commande écueil. C'est joli, commande écueil, non? Et on essaye de mettre ça en avant, de rappeler à nos lecteurs l'importance en ce moment de commander leurs livres chez les libraires. C'est-à-dire que le réflexe, quand une librairie est fermée, le réflexe habituel des gens, c'est d'aller sur les grandes plateformes. On leur dit, hop, 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 hop. Non, non, là, le réflexe maintenant, c'est de commander votre livre dans une petite librairie. Et vous pouvez le faire, c'est super simple. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Nous, on a créé un site qui s'appelle sauvonsnoslibraires.fr, sur lequel il y a plusieurs cartes qui vous permettent de trouver des librairies près de chez vous qui le font, qui vous permet aussi d'aller sur lalibrairie.com, par le biais duquel vous pouvez commander un livre chez un petit libraire qui vous l'envoie par la poste. Et maintenant, en plus, l'État a mis en place un système qui permet aux libraires de se faire rembourser les frais d'envoi. Alors, c'est un peu fastidieux, c'est un peu bureaucratique, mais c'est quand même toujours ça. C'est déjà ça. Et il faut savoir se réjouir des gestes que fait le gouvernement à l'attention des librairies. Et donc, voilà, j'invite à la fois les lecteurs à aller sur sauvonsnoslibraires.fr, mais aussi les libraires à venir se présenter. On a créé un petit formulaire qui leur permet de venir présenter leur librairie. On les valide derrière pour éviter d'avoir des librairies néo-nazis, pédophiles qui viennent se présenter sur notre site, évidemment. Donc, on a un minimum de sélection, mais les libraires peuvent venir se présenter. On les met en avant avec grand plaisir, et puis on essaye de monter des petits partenariats avec les librairies. Moi, je suis en train de monter avec la librairie Point commun de Villejuif une espèce de séance de dédicace virtuelle, et je sais que les autres auteurs du collectif vont faire la même chose. J'invite Audrey à organiser le même genre de choses dans sa librairie. C'est des idées très très simples. En gros, pendant une semaine, tous les gens qui vont commander l'un de mes livres dans cette librairie de Villejuif, ils vont attendre un petit peu et je vais tous les dédicacer. Ils vont les recevoir dédicacés, et à la fin, on fera une espèce de petite vidéo live comme là on est en train de faire. Et Audrey, je ne sais pas si tu le fais déjà, mais si ce n'est pas le cas, je vais t'envoyer un écrivain qui n'est pas trop loin de Bondy pour que vous puissiez organiser ça ensemble. Bah, génial. Ça, c'est formidable. Tu nous enlèves le mot de la bouche, parce qu'on allait précisément proposer
pour les clients de la librairie Les Deux Georges de faire une petite séance dédicacée virtuelle, donc parfaitissime. Ouais. Il faut trouver un auteur qui n'est pas trop loin, comme ça il peut venir, Il y en une a fois que plein. une fois que les commandes sont finies, il peut venir chez toi. Et alors, tu sais, moi, je pense à un truc, je vais militer pour toi. Il y a un auteur quand même qui a un roman qui s'appelle Code 93, était dans le 93, il me semble. Je crois que Oui. je vais lui passer un petit coup de fil et lui dire qu'il faudrait peut-être qu'il lance une petite opération avec Les Deux Georges. Mais on l'a déjà reçu avec grand plaisir et c'est avec grand plaisir qu'on recevrait cet auteur en virtuel cette fois-ci, du coup. On parle d'Olivier Norek, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les romans d'Olivier Norek. Voilà. Mm. Ah, mais ça serait formidable. J'ai vu votre vidéo, elle est formidable. Ouais, merci. Ouais. Oui, oui, oui. Et pour le coup, est-ce Il que, faut la mettre en ligne sur Les Deux Georges. Vous faites ce que vous voulez. Mais non, mais c'est avec plaisir. est-ce que tu accepterais aussi de dédicacer des livres qui seraient achetés aux Deux Georges de tes livres? Mais bien sûr, alors il ne faut pas le faire la même semaine que la librairie de Villejuif, hein, voilà, mais évidemment avec un immense plaisir, bien sûr. Ouais. Ok. Tu peux rappeler le site internet peut-être? Sauvonsnoslibraires.fr. Ok. Voilà, tout est dessus. Oh, il y a un petit chien qui apparaît. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme chien? C'est un sauvage, voilà, Ah, très, très dur, très, très féroce. il a l'air, oui. Ouais, ça se voit, oui. Et Moi, Audrey, simplement, je demande à Audrey, toi, tu as des gens qui viennent, alors tu fais du click and collect et les gens viennent, ça fonctionne? Oui, alors nous, on est dans une forme de click and collect un peu vintage. C'est-à-dire les gens viennent cliquer en nous appelant ou en passant le nez à la porte ou par notre mail ou notre Facebook. Et puis après, ils viennent collecter à la librairie tout simplement. Super. Cueillir, voilà, c'est vrai que Cueillir, ouais. commande, cueil, les cueille. c'est exactement ça. Ça fonctionne plutôt bien. Puis nous, on a mis en place également, donc c'est une initiative de mon associé pour aussi sauver comme on peut, enfin participer comme on peut auprès de la librairie des éditions indépendantes qui sont toujours les premières, aux premières lignes hein, dans ce genre de situation, malheureusement. Donc, on fait des pochettes thématiques de livres, des pochettes surprises thématiques pour 30 €. Donc, il y a deux ouvrages à chaque fois à l'intérieur donc, à chaque fois, on a fait plein de petites thématiques rigolotes à lire un jour de pluie, Femme, je vous aime, à voter, enfin voilà, Amérique, nous voilà, des petites thématiques comme ça. Et Génial. ça marche super bien. Les Ok. gens sont ravis de dire, de pas savoir ce qu'ils vont lire et de se faire une surprise de cette façon-là. Donc, on a tout à chaque fois est réservé et à chaque fois, il y a 2 livres, oui, qui sont issus de petites maisons d'édition. Super. Voilà et puis, ben, beaucoup de commandes par différents biais. Donc ce que je vous disais, hein, Facebook, mail et téléphone principalement. On a beaucoup de travail, en fait. Parce que bon, c'est vrai qu'on fait, on essaie de continuer à préparer Noël et cetera. C'est assez bizarre dans ce temps-là de le faire. Il y a Ouais. quand même quelque chose qui est très factice, plus de l'ordre, de l'action, consumériste que de l'action, enfin que de la fête, Hmm. culturelle en soi, hein. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est on met des photos des choses qu'on a envie de faire voir, sur Facebook. Heu, c'est vrai que j'ai de très, très belles nouveautés en bande dessinée ces derniers temps. Voilà, novembre, il y a plein de choses qui arrivent, hein, de toute façon, donc voilà, que ce soit des boîtes de jeux hyper sympas, que ce soit des livres d'art un peu cool, voilà. Donc ça, c'est important qu'on essaie de montrer que c'est sorti quand même. Hmm. De la même façon, moi, je me permets, pour toute personne qui souhaiterait mobiliser son entreprise, son comité d'entreprise, à souscrire à des bons d'achat, notamment par notre plateforme en partenariat avec Kitties, Libraire et compagnie et Kitties, et que donc on relaiera bien sûr à toutes les librairies indépendantes partenaires et partenaires également du projet Sauvons nos libraires.
Donc, écoutez, bonne journée et à bientôt tout le monde. Merci. Salut. Merci, bonne journée à Merci. toi. Au revoir.